Je suis Andrew Junior Kimembe et je suis un designer chez Google. Et je travaille en Android. En Android Auto, je suis lead designer sur le projet Android Automotive, qui est Android comme le système d'exploitation dans les véhicules. Pour commencer, ça fait 6 ans que je travaille à Google et depuis que je suis là-bas, j'ai appris énormément de choses. Je les ai apprises en anglais. Donc parfois, j'ai un peu de mal à trouver mes mots. J'en suis pas encore au point de Jean-Claude et de plus savoir parler français, mais je m'en rapproche. Donc c'est pas seulement parce que je suis un crâneur, c'est aussi parce que j'essaye d'apprendre des trucs là-bas et voilà. Ok, petite introduction sur ce que c'est qu'Android et sur quoi je bosse sur Google. J'aimerais commencer avec une petite vidéo d'un projet en fait qu'on a présenté à Google.io l'année dernière. Normalement, il y a du son. Parfois, il n'y en a pas. Mais je peux parler exactement, en fait. This new system, and what Maserati and Google have done is build a concept system that shows some of the things that might be possible if a car manufacturer wanted to do a whole bunch of cool stuff. So, for example, here you can see we've got a very similar basic home screen to what we've seen before. But when you start jumping into some of the apps, it goes into a split screen. So on the bottom is like the current activity, like say, the Google Music you're looking at or your navigation. And then the other stuff that you're doing actually shows up on the top here. So you can jump around between the different things without having to keep hitting the home button or hitting one of these buttons on the bottom. So that's pretty cool. In addition to that, it also is an example of how Android could directly control some of the parts of the car. So what we have here is we can control the HVAC system. So I'll turn the fan way up, and there it's pretty loud. Turn it down. You can adjust the temperature on each side, and you can even turn on the heated seats, which is pretty cool. There's also a smaller screen on the driver's side behind the steering wheel, and it's able to show current stuff from its activity. So if you're navigating, it'll show you your next turn. When you switch to the next song, it'll slide over the album art so you can see what the next song is. And it'll also, even when you're making a call, it'll show who you're calling for a brief bit. In your next car, which won't be a Maserati, you probably won't have this massive screen. But you'll probably get a lot of these cool features, and you'll get a lot of these animations, and maybe you can control your HVAC too. If you'd like to see more cool videos about Android, we're here at Google I/O all week. Please subscribe. Voilà, donc du coup, je voulais montrer cette petite vidéo. Je fais jamais en fait de vidéo de mon travail. Donc du coup, j'ai pris un exemple de Verge. Ils ont fait une super vidéo. Ils font un meilleur boulot que j'aurais pu le faire moi-même. Ça a présenté ce qu'on a présenté à Google.io l'année dernière. Un concept Android, le système d'exploitation, directement installé dans une Maserati. On ne peut pas acheter ce Maserati. C'était un concept. On a travaillé avec Qualcomm pour ça. Mais c'était une démonstration en fait qui montrait Android qui fonctionne dans une voiture et qui contrôle certaines fonctions de la voiture. Et c'est sur quoi je bosse. Et j'aimerais prendre un petit peu de temps en fait, pour vous montrer comment on est arrivé à cette démo-là. Tout le process qui a été derrière et le design, en fait, le travail design qui a été fait pour ça. Mais d'abord, je voudrais commencer par vous dire, Google, vous connaissez peut-être Google. Ils font pas mal de choses. On bosse pour eux. Et c'est aussi eux qui sont qui font Android. Nous qui faisons Android. Et moi, je travaille dans cette équipe-là, Android. Android, c'est un système d'exploitation qui est disponible pour plein d'appareils. Tous les appareils qui sont sur cette photo ne fonctionnent pas avec Android, mais énormément. Et qui est décliné en fait sur plusieurs formats. Pour les téléphones, pour les tablettes, pour les télés, pour des montres. L'idée, en fait, c'est que c'est le même code qui sert à faire fonctionner tous ces appareils. Donc ici, sur des montres, petit format, écran rond, interaction limitée, mais également en fait pour des télévisions. Et encore une fois, c'est la même base de code en fait qui fonctionne pour toutes ces choses-là. Et également en fait pour les automobiles. L'idée, c'est de créer la meilleure plateforme. Et ce que ça veut dire, c'est que la plateforme, elle est robuste, elle est attractive, lorsqu'elle permet à des développeurs d'accéder à leurs utilisateurs au moment en fait, qui les intéresse. Ça veut dire lorsqu'ils sont en voiture, par exemple, et qu'ils sont assis, et qu'aux États-Unis, par exemple, 75% en fait, des gens utilisent leur voiture
tout seuls pour aller au travail. Et ils font le trajet, et en général, ça prend entre 20 minutes et 1 heure en moyenne. Ça fait une large moyenne. Mais c'est un moment, en fait, où certains développeurs qui font des applications comme Spotify aimeraient que leurs utilisateurs utilisent leur service. Les gens écoutent de la musique en voiture, et c'est un bon moment, en fait, pour les toucher. Et c'est la même chose, en fait, avec les montres ou avec les télés. On essaie vraiment, en fait, de créer une plateforme qui va s'intégrer à différents moments, en fait, de la vie des gens. Et un des moyens, en fait, qu'on a pour faire ça, c'est aussi Android Studio. Créer une plateforme, ça veut dire créer un outil, un framework qui va permettre à d'autres gens, non seulement, en fait, de la personnaliser, mais aussi de créer des services et des applications pour cette plateforme. Et c'est un travail de design qui est un petit peu différent que celui de créer des services. On doit toujours penser, en fait, que nos utilisateurs sont à la fois les gens qui vont utiliser les produits finaux, mais également ceux qui vont développer des produits pour cette plateforme. Android Auto, qu'est-ce que c'est? C'est plusieurs choses. C'est un petit peu compliqué, donc je vais prendre un petit peu de temps, en fait, pour expliquer. Non, en fait, c'est pas très compliqué. Mais le premier produit, qu'on appelle Android Auto, c'est cette version, qu'on appelle en interne Projected. Un téléphone Android avec l'application Android Auto installée et un véhicule compatible qui a un écran. Lorsque ce téléphone est connecté en USB ou en Wi-Fi désormais, le téléphone prend le contrôle du système d'infotainment de la voiture et projette une interface sur l'écran, en fait, qui est directement dans le véhicule. Et l'idée, en fait, c'est que les applications qui sont compatibles avec Android Auto et qui sont installées sur le téléphone peuvent être utilisées directement sur le véhicule. Ça, c'est la première version qui nécessite d'avoir un véhicule compatible et un téléphone Android. Tout le monde ne possède pas une nouvelle voiture. C'est un petit peu cher, on ne les remplace pas souvent. Donc on a travaillé en interne, on a développé une version qui fonctionne exclusivement sur le téléphone. Donc on peut venir avec son téléphone Android, le monter dans un support et utiliser Android Auto directement sur le téléphone. C'est la deuxième façon, en fait, qu'on peut utiliser Android Auto, et ça nous permet de toucher des gens qui ne sont pas encore prêts à remplacer la voiture qu'ils ont déjà. Et il y a cette troisième version, celle qu'on a vue dans la vidéo, sur laquelle je travaille et qu'on est en train de développer de manière intense, et qui est Android directement installé dans le véhicule. Pour ça, on travaille avec les constructeurs automobiles, et on essaie de faire en sorte qu'Android soit une plateforme qui réponde à leurs besoins, en termes de permettre d'installer des applications, permettre de créer des services qui vont utiliser les capteurs qui sont dans le véhicule. Les capteurs de vitesse, de GPS, mais également les capteurs qui sont au siège pour savoir si quelqu'un est présent ou non, et toutes sortes de capteurs que les constructeurs décident d'installer dans leur véhicule. Et notre boulot, en fait, c'est de faire en sorte que cette plateforme Android soit adaptée aux besoins de l'industrie automobile. C'est un de nos buts. On essaie de faire en sorte de tuer personne avec notre design. C'est un challenge, en fait, mais c'est aussi notre focus. Tous les choix de design qu'on fait, d'une manière ou d'une autre, se rapportent à ça. On essaye de faire en sorte que les produits qu'on va mettre sur la route et que les gens vont utiliser, qu'on en soit responsable ou non, ça veut dire que si les constructeurs décident de prendre Android, d'en faire ce qu'ils veulent, on aura créé une plateforme qui soit suffisamment robuste et qui ait des principes qui soient suffisamment intégrés pour que personne ne meure en l'utilisant. En tout cas, à cause de nous. Et un des challenges de design, en fait, c'est aussi de faire en sorte que nos designs s'adaptent à différentes formes d'écran. Comme vous avez vu, il y a cette version, en fait, qui vient du téléphone et qui est projetée. Il y a une version qui marche directement sur le téléphone. Et maintenant, on intègre directement, en fait, dans les véhicules. Le truc, c'est que Google, on ne fabrique pas, en fait, tous les téléphones qui sont en vente. On ne fabrique pas de voitures. On ne fabrique pas de voitures, plus ou moins. Et donc, on doit créer une plateforme qui va s'adapter à des types d'écrans et des types d'input, de commandes, de contrôle, qu'on ne design pas. Ce que ça veut dire, c'est que dans les voitures, on peut trouver des écrans qui sont
grands, qui sont petits, qui sont haute définition, qui sont basse définition, qui sont intégrés dans les clusters. Il y a des écrans à visée tête haute qui vont être intégrés en fait dans les rétroviseurs ou dans les autres miroirs qui sont dans le véhicule. Mais c'est également en fait la façon dont on va interagir avec ces écrans. Certains sont tactiles, d'autres sont contrôlés avec une petite molette par exemple, ou un touchpad ou un D-pad, toutes sortes de contrôles. Et l'idée c'est que nous on crée la structure qui va être en mesure de s'adapter à ces différents types de véhicules, d'interfaces qu'on trouve dans les véhicules. Et un de nos objectifs aussi, c'est de minimiser la distraction. En anglais, on dit driver distraction. C'est-à-dire le déficit d'attention qui va être causé par l'utilisation en fait, du logiciel. Et il y en a 3 types. La distraction qui est manuelle, lorsque l'utilisateur va devoir enlever ses mains du volant pour toucher l'interface. Visuelle, lorsqu'on va présenter du contenu en fait, qui va détourner l'attention de la route sur le système. Et aussi cognitive. Ça veut dire que même lorsque on a les mains sur le volant et les yeux fixes sur la route, on peut être distrait par le contenu en fait, du système. Les commandes vocales ou quelque chose en fait, qu'on va afficher à l'écran ou qui va nécessiter l'attention en fait, du conducteur sur le système. C'est ça qu'on essaye de minimiser. Ça, c'est une vidéo qui présente Material Design. Vous avez peut-être déjà... Design is more than pushing pixels. It should help solve problems. Design is a way of thinking, an exploration to discover what works best. It requires collaboration with your team and the people you're building for. Design is a shared language, made up of elements that speak to each other clearly and are flexible down to every last detail. Design is never done because we live in an ever-changing world. Material design is a unified system, combining theory, resources, and tools that help you and your team get to the heart of the solution together. Certains d'entre vous sont peut-être déjà familiers avec Material Design. C'est le framework qu'on utilise en interne à Google et avec lequel on doit bosser au final. C'est notre outil et c'est aussi l'outil qui nous permet d'être le véhicule en fait, de la marque des produits Google quand elle doit s'exprimer. Mais c'est aussi un outil en fait, qu'on met à disposition des développeurs qui veulent créer des services et des applications pour les plateformes de Google, notamment Android. Ça ne nous appartient pas en fait, mais c'est l'outil avec lequel on doit travailler pour créer une interface et faire en sorte qu'elle soit pas dangereuse. Ça, c'est l'équipe. Je voulais vous montrer un petit peu les gens avec qui on bosse. On a beaucoup de plateformes. On interagit avec énormément en fait, de personnes en interne et en externe. On travaille avec les équipes qui s'occupent de créer le Google Assistant, par exemple, ou Google Maps, ou Google Play, par exemple. Et notre équipe est composée à la fois de chercheurs en design qui s'occupent de faire tous nos tests pour être sûr qu'on est au point en fait, avec toutes les régulations en fait, dans tous les pays où Android Auto est disponible. Mais également, ils font de la recherche fondamentale ou des questionnaires. Et ils vont sur le terrain rencontrer nos utilisateurs et savoir comment les gens conduisent, qu'est-ce qu'ils attendent de leur voiture et des services qui sont dans leur véhicule. C'est quasiment la moitié de notre équipe. Et l'autre moitié est divisée entre des designers d'interaction et des designers, des visual designers, qui sont plutôt dans le côté graphique des choses. Et l'idée, en fait, c'est qu'on développe un système qui met en avant la manière dont nous, on aimerait que les services qui sont dans les véhicules soient présentés, mais qui, à la fois, ouvre la porte à la customisation de la part des constructeurs et la création de nouveaux services de la part de nos développeurs. Android Automotive, c'est le projet sur lequel je bosse, et c'est Android intégré directement dans nos véhicules. Donc je vais prendre un petit peu de recul et essayer de présenter un petit peu où est-ce qu'Android Automotive se place dans l'entreprise.
Le gros cercle, c'est Google. Le cercle un peu petit, c'est Android. Et entre les deux, j'ai appelé ça Pixel. Android, on peut le diviser en deux parties. La partie qui est open source. Une fois que le code Android est publié en ligne, n'importe qui peut le prendre, le télécharger et créer des appareils. Frigo, télé, téléphone, ce que vous voulez. Google n'a absolument aucun contrôle là-dessus. Et il y a un petit peu une partie en fait, que j'ai appelée ici Pixel, en référence au téléphone que Google vend et commercialise, et qui est l'expression de Google qui prend la plateforme que nous on développe en interne et qui est open source, et qui intègre ses services. Le travail que je fais, en tout cas en ce moment, c'est sur la version qui est open source, que tout le monde va pouvoir prendre et personnaliser. Il y a plusieurs versions d'Android open source. C'est toujours le même code, mais les interfaces qu'on publie sont disponibles pour plusieurs surfaces, pour plusieurs form factors. Pour les téléphones, pour les montres, pour les télés, les voitures et d'autres. Moi, je m'occupe de la version qui est auto, et ça, c'est Android Automotive. Comment est-ce qu'on passe comment est-ce qu'on crée une nouvelle plateforme? Comment est-ce qu'on crée une nouvelle surface en fait d'Android? Et ça commence par des principes et des modèles. En tout cas, le design commence par ça. On pourrait directement aller et commencer à dessiner et créer une interface en fait, qui nous plaisent et qui sont attrayantes, mais le problème, c'est qu'on ne serait jamais en mesure de décider, en fait, est-ce que c'est une bonne solution? Les principes et les modèles nous permettent d'avoir une visée, de savoir si jamais on est toujours en accord avec toutes nos équipes, avec tous nos partenaires en interne et en externe, et d'être sûr que on ne perd pas le nord en quelque sorte. Donc du coup, la première partie du travail, en fait, c'est de définir ce qu'on veut créer, en fait. C'est-à-dire une plateforme qui va être disponible pour les gens qui ont des téléphones Android à telle version, qui sera toujours compatible avec les gens qui ont des iPhones. Pour certains des constructeurs, les propriétaires d'iPhone sont plus de la moitié en fait, de leurs clients. Donc du coup, on les considère aussi dans notre design parce que la plateforme est ouverte et on veut faire en sorte que ça marche et que ce soit la meilleure plateforme également pour ceux qui vont venir et qui vont acheter des véhicules mais qui possèdent un iPhone. Et ensuite, il y a plusieurs versions. La version est open source et elle n'inclut aucun des services de Google. Et ce que ça veut dire, c'est que en tant que constructeur automobile, mettons qu'on est, je sais pas, Audi peut décider de ne pas utiliser Google Maps, de ne pas utiliser Google Assistant, mais de le remplacer en fait par d'autres services qu'ils préfèrent ou qui sont plus adaptés à leurs clients ou à certains marchés. Et nous, on crée une plateforme Android qui est en mesure de supporter ça également. C'est-à-dire que même si c'est Google qui me verse mon salaire, on essaye de faire en sorte que notre plateforme est ouverte et que d'autres services que les nôtres puissent fonctionner également de manière égale, à parité, avec nos propres services. Et les principes, les choses qui sont importantes pour nous, en fait, dans cette première version qu'on veut publier, faire en sorte que notre plateforme Android soit respectueuse des contraintes qu'il y a en fait, dans le domaine de l'automobile. Aujourd'hui, les constructeurs utilisent des versions qui sont basées sur Linux, parfois d'autres versions Android qui sont plus anciennes, ou un système comme QNX qui est basé sur BlackBerry. On ne peut pas se permettre de publier quelque chose qui va offrir moins en fait, de performance que ça. Faire en sorte que lorsqu'on vient avec son téléphone dans une voiture qui est équipée Android, tout fonctionne bien et en conjonction. Améliorer en fait le Bluetooth, c'est une des choses qui était extrêmement importante pour les constructeurs automobiles, et de faire en sorte qu'on prenne en compte le fait que désormais, les gens qui vont acheter de nouveaux véhicules possèdent des smartphones et que l'intégration avec les smartphones fonctionne très bien. Et ensuite, il y a certains des piliers de notre système. Qu'est-ce qui est important pour nous lorsqu'on va designer Android Auto? Un des trucs qui est important en fait, et avec lequel on a commencé, c'est les applications. C'est une des grosses raisons pour lesquelles les constructeurs vont venir travailler avec nous en fait.
les gens qui achètent des véhicules désormais veulent Google Maps, ils veulent Spotify, ils veulent Waze. Mais le modèle en fait de naviguer une grille d'applications, il n'est pas forcément adapté au véhicule. Et donc d'où on veut proposer un modèle qui permet de choisir ses services facilement, mais d'une manière qui n'est pas dangereuse. Les commandes vocales. Parce qu'on veut réduire la distraction visuelle, manuelle, les commandes vocales, c'est quelque chose qui est central dans l'expérience de l'automobile, en tout cas dans notre vision de l'expérience de designer des services pour l'automobile. Et on essaie de faire en sorte que le système de base et les services qui sont accessibles via ce système fonctionnent très bien avec les commandes vocales. Pareil, les notifications. Parce qu'on évolue dans un monde où on veut essayer d'intégrer des services qui viennent du monde du mobile dans les véhicules. On essaie de penser l'expérience des notifications, qui est un élément central en fait, de l'expérience mobile, d'une manière complète, qui est intégrée, mais qui est aussi respectueuse de l'attention en fait, des utilisateurs. Ce qu'on appelle Overview, c'est notre écran central. C'est une des choses qu'on peut faire en fait, et qui est différente de ce qui existe aujourd'hui en fait, dans les véhicules. On essaie de proposer des raccourcis, parce qu'on connaît certains éléments de contexte et de la vie en fait, des gens en dehors du véhicule, parce qu'ils utilisent déjà d'autres services de Google dans leur vie de tous les jours, calendrier, email, et ce genre de choses. Ça nous permet de proposer, en fait, lorsqu'on arrive dans le véhicule directement, de savoir combien de temps ça va prendre pour aller au boulot, combien de temps ça va prendre pour rentrer à la maison ou pour aller à son prochain rendez-vous. Structurer les contenus. Une des choses qui est extrêmement importante pour nous, c'est d'essayer de créer des interfaces qui sont... c'est là où je perds mes mots. Qui sont compréhensives. C'est-à-dire que les éléments, quand on passe d'une application à une autre application, se répètent. On sait comment ça fonctionne. On n'a pas à se réorienter lorsqu'on va basculer de Spotify à Google Maps. En tout cas, pas complètement. Et ensuite, les applications elles-mêmes. On essaie de faire en sorte qu'elles soient très structurées. L'idée, par exemple, c'est qu'on va pouvoir utiliser les fonctions de musique du véhicule avec Spotify, avec Pandora ou avec NPR, sans avoir besoin de réapprendre une nouvelle interface à chaque fois ou d'essayer de se rappeler où est-ce qu'est le bouton en fait, pour cette nouvelle application. Ça, ce sont nos piliers avec lesquels on design et avec lesquels on essaie de créer un système en fait, qui est cohérent et qui va minimiser la nécessité de se réorienter à chaque fois qu'on utilise un nouveau service. Et ensuite, on a essayé de définir aussi les niveaux de customisation. Comme je disais, on crée une plateforme et on a directement dans l'idée, on la conçoit dans l'idée qu'elle va être customisée, que des constructeurs vont la prendre et qui vont essayer d'y intégrer leur identité, leur marque, leur système, leur service. Et on n'a pas du tout l'intention en fait, d'empêcher ça, au contraire, en fait, on veut encourager ça et on veut le rendre facile. Donc du coup, on a défini certains niveaux et on essaie de faire en sorte que, en fonction du temps et des ressources que chaque constructeur décide de mettre pour intégrer Android, on peut choisir un niveau de customisation qui va être différent. Et aussi, on sait que Android, c'est une plateforme qui est créée pour des appareils qui n'ont pas forcément vocation à être utilisés par plusieurs personnes en même temps, mais ce n'est pas le cas des voitures. On sait, par définition, que les voitures sont partagées de plus en plus, en fait, maintenant, avec des modèles qui changent, des modèles de propriété qui changent. Et c'est aussi quelque chose qu'on veut intégrer directement dans la conception de cette nouvelle plateforme, de cette nouvelle expression en fait, d'Android pour les véhicules. On pense au multi-écran. C'est quelque chose qui est déjà présent dans les véhicules. On sait que les constructeurs veulent de plus en plus avoir des écrans en fait, dans les véhicules, à la fois pour le conducteur, dans le cluster, mais aussi dans la console centrale, dans un écran qui peut être partagé aussi avec les passagers, et toute forme d'écran, en fait, même pour les passagers en fait, à l'arrière. On sait aussi que les smartphones, c'est pas impossible,
mais ne pas considérer le fait que les conducteurs vont venir avec leur appareil dans le véhicule serait une erreur. Et c'est aussi une des raisons pour laquelle on fait Android Auto en premier lieu, en fait. On sait que les gens veulent utiliser leur téléphone lorsqu'ils conduisent, qu'ils veulent rester connectés pour leurs messages, pour leur musique et pour la navigation. Et donc, du coup, on essaie d'intégrer ça, en fait, dès le départ. L'identité, comme je disais, on sait que les véhicules vont être utilisés par plusieurs personnes. Et donc, du coup, dès le départ, on prend en considération le fait qu'on a besoin de savoir qui est présent dans le véhicule. Et l'idée derrière ça, en fait, c'est simplement en fait, de respecter la vie privée des gens, de manière à faire en sorte qu'on ne donne pas accès à certaines données qui sont privées d'un conducteur, à certains de ses passagers, juste par le fait qu'ils sont dans le même véhicule. Donc on essaie d'intégrer dans Android une connaissance en fait, de qui est présent dans le véhicule, quel service on doit mettre en place et laisser transparaître sur les écrans qui sont présents dans le véhicule. Les commandes vocales, comme je l'ai dit, centrales, important. On veut minimiser la distraction et on veut faire en sorte que les choses soient plus simples à utiliser sans avoir besoin en fait, de passer énormément de temps à manipuler l'écran. OK, on a nos modèles, on a nos principes et à partir de là, en fait, on a fait une série de design sprints. C'est une méthodologie qu'on utilise beaucoup en interne et qui nous permet, dans un laps de temps qui est très très court, de générer beaucoup d'idées et des idées qui sont fonctionnelles. On s'en sert énormément et ça nous permet de bosser vite. On a besoin d'aller vite, on aime bien aller vite. On a fait un premier sprint sur la customisation pour essayer de comprendre un petit peu comment est-ce qu'on voulait en fait, que notre système soit customisé et si nos principes qu'on a édictés pouvaient fonctionner en, fait, en dehors de ce que nous on fait avec Material Design. Et ça, là, je vous présente en fait les éléments avec lesquels nous on a bossé en interne en fait. Donc, on a fait une série en fait de wireframes, c'est notre système. Mais l'idée en fait, c'était de commencer à voir comment est-ce qu'on peut l'étendre, l'étirer un petit peu pour des écrans qui auront des formes différentes. Comment on peut réorganiser le contenu sur l'écran ou certains des éléments en fait qu'on a jugés importants. Et de faire en sorte que ça marche toujours et que les principes qu'on a édictés soient toujours respectés. On a fait ça en fait dans plein de formats. Et au final, c'est tout petit, vous pouvez probablement pas voir, et c'est tant mieux. On est arrivé en fait à une série d'écrans qui, bien qu'ils soient différents en fait du produit que nous qu'on a mis sur le marché avec Android Auto, la version qui se connecte avec le téléphone, respectent les principes que nous, on veut de simplicité, de rendre le truc prévisible, d'avoir des commandes vocales, d'avoir des éléments d'interface qui sont toujours au même endroit et toujours positionnés de la même manière, mais qui, malgré tout, sont complètement en fait, différents du produit qu'on a mis sur le marché. Donc là, on a fait une exploration en fait, pour savoir comment on peut customiser. L'idée, en fait, c'est on n'a pas bossé avec des constructeurs en fait, pour cette version-là, mais on a imaginé en fait, ce que ça pourrait donner si jamais on avait quelque chose qui marcherait avec les principes que nous, on a et qui serait, qui serait pas complètement absurde dans une Mini, par exemple. Encore une fois, ça, c'est juste nos designers qui ont exploré en fait, ce que ça pourrait donner. Et pareil, en fait, si jamais on prenait les éléments de notre système et qu'on les réorganisait et qu'on essayait de les faire fonctionner en fait, pour une Audi. Et l'idée, en fait, derrière ça, ce qu'on aimerait obtenir à l'issue de ce design sprint, c'est quelles sont les choses qui doivent rester absolument stables lorsqu'on noue notre plateforme à la customisation et quels sont les éléments en fait, qui peuvent être modifiés simplement et avec lesquels on doit travailler avec nos ingénieurs pour faire en sorte qu'ils soient prêts, qu'ils soient simples à être customisés. Et ça nous a permis de déterminer ça en fait, avec ce design sprint. Ensuite, il y a eu Google I.O., la vidéo que vous avez vue au départ, et on a commencé à préparer notre démo. Et encore une fois, on a fait un design sprint. Et l'idée, en fait, c'est la même chose. On prend nos product managers, on prend nos ingénieurs, les designers, et on reste ensemble pendant 3, 4, 5 jours à bosser sur quelque chose en fait, qui va nous permettre d'arriver à un concept et qu'on puisse
faire des progrès très très rapidement. Le challenge qu'on avait, c'était cette Maserati. Donc on avait un écran qui était beaucoup plus grand que ce sur quoi on avait l'habitude de travailler jusqu'à maintenant, et qui avait cet écran déporté en fait pour le conducteur dans le cluster. Et encore une fois, on veut essayer de voir comment on peut prendre nos piliers, nos principes et nos modèles et faire en sorte qu'ils s'adaptent à cette nouvelle version. Et on veut aussi que ce soit complètement fonctionnel. Une des choses qui est importante pour nous, en fait, c'est pas juste de créer des concepts qui sont faux, en fait, ce serait plutôt simple, mais de faire en sorte que ça marche réellement, de manière à ce que le code d'Android qu'on va produire puisse être utilisé directement par les constructeurs. On a exploré pas mal de choses. Si jamais vous n'êtes pas encore familier avec le concept de design sprint, il y a des choses qui sont publiées en ligne et qui sont extrêmement intéressantes sur la manière dont on procède pour ça. Et on a pas mal d'exercices qui sont faits pour stimuler la créativité dans ce temps qui est limité, et aussi intégrer en fait dans le groupe de ceux qui vont générer les idées en fait, et essayer de les faire avancer à des membres de l'équipe qui ne sont pas forcément les designers. C'est assez efficace. On est arrivé à l'issue de notre design sprint à 2 modèles qu'on a appelés Bento et Stream. Le Bento, que j'ai essayé de détailler ici en fait, j'ai expliqué de manière beaucoup plus claire. Mais l'idée, c'était de montrer comment est-ce qu'on peut utiliser l'écran et faire en sorte qu'on utilise l'espace qui est disponible en plus sans changer la densité de l'information. Faire en sorte que le conducteur, malgré le fait qu'il y ait une surface d'écran qui soit plus grande et que soit plus disponible, soit toujours raisonnable pour lui de faire des décisions qui sont rapides et qui ne soient pas désorientées lorsqu'il le fait. C'était tout le concept du Bento. Et l'idée, c'était de garder une partie de l'écran et avoir le système, l'assistant, qui est en contrôle de cette partie-là. C'est-à-dire qu'on sait qu'il y a des éléments du système qui sont intéressants en fait, pour le conducteur et qu'on veut toujours mettre en avant et présenter à l'écran. Et il y en a d'autres qui sont des applications et que le conducteur va pouvoir invoquer en quelque sorte. Maps, music. Et nous, on va faire en sorte que le système s'adapte entre ce qui est actif et ce que le conducteur veut utiliser. Et l'idée en fait de ce petit graphique, c'était de présenter tous les différents moments qu'on aimerait capturer en fait dans le concept pour le Bento. Et on a fait la même chose pour l'autre modèle. Et à cette étape du projet, en fait, on est toujours on n'est pas encore en train de définir les visuels finaux. L'idée, c'est vraiment d'essayer de tester la robustesse en fait de notre modèle, de voir si on va pouvoir utiliser l'espace de l'écran d'une manière qui est acceptable et que le système va contrôler en fait. C'est vraiment important pour nous de faire en sorte que avoir un écran plus grand, ça ne veut pas dire qu'on va rajouter plus de trucs qui sont inutiles dessus. Non, on aimerait faire en sorte que la partie en fait qui est utilisable pour le conducteur reste la même et que le système puisse prendre en charge le reste de l'écran en fait pour poser des choses qui sont importantes sans que le conducteur ait à gérer ce temps en plus. Le deuxième système, le stream, l'idée en fait c'est que les applications, que tout est géré d'une manière qui est prédictive. Et donc du coup on utilise notre système de cartes qui est assez familier avec Material Design pour présenter les applications, mais également du contenu qui peut être lié aux applications. Et vous voyez le petit graphique de la licorne en bas en fait. Ça c'est un des trucs qu'on utilise dans notre équipe pour essayer de valider la faisabilité des concepts. Les concepts qu'on bâche avec la licorne, en général, ils sont plutôt difficiles à exécuter d'une manière technique. Donc du coup, notre petit échelle à la baleine, bon, ça marche, mais c'est pas terrible. On a le narval. C'est pas encore complètement mythique, mais ça se rapproche en fait d'un truc qui est plutôt cool. Et la licorne, on peut pas exactement le faire tout de suite, mais ça représente un petit peu l'idée de ce qu'on aimerait avoir en fait. Et ce système-là, si jamais on doit le faire avec le code Android, c'est pas gérable. Donc du coup, on n'a pas vraiment pu poursuivre en fait cette idée, mais on a quand même pris le temps en fait d'explorer comment ça pourrait fonctionner en termes de modèle
pour nous, et de quelle manière on peut prendre les applications, les mettre en avant et naviguer entre multiplications et toujours avoir certaines des sujections en fait, qui seraient en bas. Et encore une fois, pour le moment, on évolue toujours à un niveau de fidélité qui est assez bas. Dans la continuité du sprint, on est arrivé à une direction en fait, pour le visual design. Et on a commencé à explorer en fait, comment est-ce que ça pourrait fonctionner. On prend nos piliers, on a la barre de navigation en bas, et du coup on explore. Si jamais on ne veut pas augmenter la densité d'information, peut-être qu'on va essayer d'explorer un petit peu la taille. Quelle est la limite, à quelle limite est-ce qu'on peut aller si jamais on veut présenter le contenu en plus grand, beaucoup plus grand. Si jamais on doit, à quel moment ça devient absurde de présenter un bouton de pause, par exemple, gigantesque. Et du coup, on explore ça, en fait, avec notre violin, de trouver les éléments de composition, en fait, qui vont être justes, qui vont être équilibrés. Et petit à petit, on se rapproche. On a la partie supérieure de l'écran qui est dédiée au système. Le système va prendre l'information de navigation, par exemple, et la présenter sous forme de carte. L'utilisateur n'a pas le contrôle de cette partie-là, le système-là, mais par contre, l'utilisateur garde le contrôle complet de ce qui est présenté dans l'espace dédié aux applications. Et on commence à avoir quelque chose qui commence à être pas mal, en fait. Qui commence à être quelque chose qui peut marcher et qui ne demande pas, même si l'écran est plus grand, plus de contraction sur un écran en fait, qui est contraint. Et on essaye de créer ça et d'en faire un système, de rajouter de la structure, de formaliser les choses, de faire en sorte que, encore une fois, c'est un framework, de faire en sorte que lorsqu'il y a des applications dont on ne contrôle pas le contenu, dont on ne contrôle pas les couleurs, l'image de marque, les contrastes et tout ce genre de choses, de faire en sorte que ça marche toujours de la même manière. Donc encore une fois, on est là, on explore, on essaie de trouver petit à petit en fait la structure. Et ce que je vous montre là, en fait, c'est des choses qui sont des documents de travail, en fait, mais c'est pas des trucs qu'on a sortis en fait sur le marché. Et petit à petit, ouais, je vous parlais en fait du contenu qui est hiérarchisé. On essaye de le présenter en fait, encore une fois, d'une manière qui fonctionne, qui utilise l'écran, qui n'est pas complètement trop spartiate, mais qui respecte les éléments qui sont importants pour nous. Le contraste, la taille des éléments qu'on va pouvoir toucher à l'écran, et ainsi de suite. Donc du coup, notre système Bento, on est arrivé plus ou moins à ça en fait au final, une partie centrale qui présente l'application qu'on est en train d'utiliser, et une partie en fait supérieure qui est contrôlée en fait par le système ou l'assistant et qui va montrer s'il y a des éléments qui sont actifs du système. La navigation, on peut toujours les préserver à l'écran, peu importe ce que l'utilisateur décide de faire avec les applications. Et on a une partie en fait en bas qui est stable, qui ne bouge pas et qui permet de contrôler en fait la climatisation du véhicule. Vous voyez un petit peu certains des écrans. Et là, on note que lorsqu'on décide de mettre l'application de map en plein écran, c'est les contrôles de la musique qui deviennent petits, mais qui sont toujours préservés à l'écran. On minimise la nécessité en fait, de basculer entre ces deux fonctions qui sont critiques pour le conducteur à tout moment. Et même chose, en fait, si jamais il y a un appel. On a notre écran d'accueil, où le contenu en fait, qui est présenté sous forme de carte peut aussi être reformaté et fonctionne. Donc du coup, on a commencé à avoir les éléments en fait, d'un système qui marche bien. Il y a aussi la partie en fait, du cluster. Encore une fois, l'idée ici, c'est pas de créer une interface qui va être en production, avec laquelle des gens vont conduire. C'est de montrer comment on peut prendre Android, le même code qui marche sur les montres, les télés, les téléphones, le faire fonctionner dans des véhicules, contrôler certaines des fonctions du véhicule qui n'étaient pas accessibles jusqu'ici à Android, et aussi gérer plusieurs écrans. Donc c'est intentionnel en fait qu'on a choisi de faire une interface comme celle-ci, qui n'est pas forcément utilisable telle qu'elle dans un véhicule, mais qui montre comment Android peut être assez flexible pour s'adapter à ce genre de situation. Et pareil pour l'HVAC, donc du coup, on essaie d'explorer et de faire des choses qui sont en tout cas différents de ce qu'on trouve dans des véhicules maintenant, et c'est intentionnel. À partir de là, on commence à avoir la structure, et
Je décris ça en fait comme étant du hard work. L'idée, c'est vraiment de prendre quelque chose qui est l'ébauche d'un système et de le rendre robuste. Je vais aller un peu plus vite à partir de maintenant, mais l'idée, c'est de prendre notre concept du bento et de le tester et de faire en sorte que ça marche, qu'on puisse basculer en fait de chaque écran à tous les écrans. Et du coup, une partie de mon job, c'est de faire ça, de regarder toutes les situations, qu'est-ce qui se passe lorsque on appuie sur le micro, qu'on essaie d'aller dans ces applications-là, lorsqu'on bascule de l'une à l'autre, de définir un petit peu comment en fait l'écran va se séparer et basculer, de quelle manière on va pouvoir afficher les notifications, quel espace va être dédié à ça et comment les choses vont s'animer et lorsqu'on aura plus ou moins de contenu, comment est-ce qu'il va être présenté. Et du coup, c'est d'aller dans les détails. C'est-à-dire qu'on est parti de quelque chose qui était un concept, un modèle qui était assez large et petit à petit, on essaye de réduire les possibilités et d'éliminer en fait les cas particuliers, de faire en sorte que notre système soit robuste et puisse fonctionner de manière correcte. Qu'est-ce qui se passe lorsqu'on scrolle et qu'on veut préserver certains du contenu à l'écran à tout moment en fait. Et du coup, on rentre dans le détail en fait de ça et comment les choses vont s'animer et transitionner. Qu'est-ce qui se passe quand il n'y a pas de contenu ou peu de contenu et de quelle manière est-ce qu'on aimerait que si jamais il y a du contenu avec des images et s'il scroll. Et l'idée en fait, c'est encore une fois, avant d'aller dans le détail et d'aller dans le détail de la présentation exacte qu'on veut pour les pixels, de pouvoir décider en fait et voir si jamais valider certaines interactions et certains modèles en faisant des prototypes qui sont une finalité qui est assez légère. Et même chose lorsqu'on a l'application de musique en fait qui est en train de fonctionner. On essaie de détailler encore une fois les grandes lignes de comment le système de notification peut fonctionner entre notre écran du cluster et l'écran principal. Et du coup, même chose, on prototype. Et l'idée, en fait, ici, comme on utilise Material Design, c'est d'essayer de décrire de quelle manière on peut utiliser les propriétés qui sont inhérentes à Material Design pour exprimer les concepts qu'on aimerait, en fait. Et ici, on a essayé de jouer un petit peu avec l'encre. Dans Material Design, il y a les cartes, qui sont le paper, et l'encre. Et du coup, on s'est servi de ça, en fait, pour exprimer la manière dont on pouvait avoir une notification et le contenu en fait qui va se diffuser et l'encre qui va transvaser en fait de l'imagerie qui faisait le fond à ce nouveau contenu qui est prominent en fait sur l'écran. Et du coup, encore une fois, on détaille la manière dont ça va fonctionner. Après, il y a une partie que moi je trouve qui est plutôt ennuyeuse, mais certains designers adorent, et c'est la partie de faire des specs. Comment on va communiquer ça aux ingénieurs. Et l'idée derrière ça, en fait, c'est que on peut designer les trucs qui sont les plus intéressants, en fait, ou qu'on trouve qui fonctionnent bien, mais si jamais personne n'est en mesure de les coder ou de les créer comme tels qu'on les a conçus, ça sert à rien. Donc je voulais quand même partager un petit peu ça, et du coup l'idée c'est de comment on fait nos icônes, qu'est-ce qui se passe lorsqu'on va venir les toucher, comment on va penser au niveau de contraste et d'ombre, quelles sont les dimensions en fait des différents éléments qu'on aimerait avoir à l'écran et pourquoi en fait, comment on les rationalise, et pareil en fait pour toutes les parties du système. Et du coup, comment les éléments en fait vont être placés à l'écran et fonctionner de manière qui est systématique en fait. Comment est-ce qu'on va faire en sorte que les images ne soient pas distrayantes et que le texte qui est présenté de manière dynamique fonctionne avec les contrastes qu'on veut et qui sont safe, qui respectent la régulation en vigueur, en tout cas en Amérique du Nord. Et même chose pour le cluster. Comment on va faire en sorte que les choses fonctionnent ensemble et que les différents écrans marchent et qu'ils restent harmonieux, même si le contenu qui est à l'intérieur est dynamique. Et pareil en fait pour l'implémentation en fait des contrôles de climatisation que vous avez vu en fait dans la vidéo. Et pareil, on détaille un petit peu comment les choses doivent être placées ensemble. On peut regarder la vidéo une dernière fois, maintenant qu'on a vu tout le process.
Maserati, probably the most expensive car I've ever sat in. But what I'm actually here to look at is this new system. And what Maserati and Google have done is build a concept system that shows some of the things that might be possible if a car manufacturer wanted to do a whole bunch of cool stuff. So for example here, you can see we've got a very similar basic home screen to what we've seen before. But when you start jumping into some of the apps, it goes into a split screen. So on the bottom is like the current activity, like say, the Google Music you're looking at or your navigation. And then the other stuff that you're doing actually shows up on the top here. So you can jump around between the different things without having to keep hitting the home button or hitting one of these buttons on the bottom. So that's pretty cool. In addition to that, it also is an example of how Android could directly control some of the parts of the car. So what we have here is we can control the HVAC system. So I'll turn the fan way up, and there it's pretty loud. Turn it down. You can adjust the temperature on each side, and you can even turn on the heated seats, which is pretty cool. There's also a smaller screen on the driver's side behind the steering wheel, and it's able to show current stuff from its activity. So if you're navigating, it'll show you your next turn. When you switch to the next song, it'll slide over the album art so you can see what the next song is. And it'll also, even when you're making a call, it'll show who you're calling for a brief bit. In your next car, which won't be a Maserati, you probably won't have this massive screen, but you'll probably get a lot of these cool features, and you'll get a lot of these animations, and maybe you can control your HVAC too. If you'd like to see more cool videos about Android, we're here at Google I/O all week. Please subscribe. C'est tout. Merci.